bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence qui est organisée par l'ONF avec le concours du DSF, le département sur la santé des forêts, qui a pour but de parler du phénomène du dépérissement du chêne qui commence à être observé dans la région Centre-Val de Loire et dans l'Allier. Et donc, nous vous expliquerons également ce que l'ONF a mis en place pour gérer cette situation. Donc, cette conférence, je le rappelle, est destinée aux clients de l'ONF. Elle a été proposée dans le cadre des échanges que nous avons avec la FNB et avec le syndicat des mérandiers de France, qui sont des échanges spécifiques aux produits chênes et qui ont été assez réguliers ce printemps, qui sont réguliers. Donc, la conférence, elle sera exclusivement centrée sur le chêne et plutôt dans le contexte de l'Allier, du Cher et de l'Inde, où le phénomène de dépérissement est le plus observé. Donc nous avons avec nous aujourd'hui François-Xavier Saintonge, qui est l'expert dépérissement du DSF. Donc le DSF, c'est le département de la santé des forêts du ministère de l'Agriculture. Et présente également Mylène Gentil, qui est l'adjointe du directeur ONF de la région Centre-Ouest Aquitaine, qui est chargée des questions forestières. Et moi-même, Claire Quignonès, je suis responsable commerciale sur ce même secteur. Donc, alors attendez, hop, que je jongle avec la présentation. Nous allons organiser la conférence en 3 temps. Tout d'abord, le contexte climatique de l'Allier, du Cher et de l'Indre, que nous présentera François-Xavier Saintonge. Ensuite, il poursuivra en expliquant le phénomène du dépérissement et ses conséquences sur le bois, selon l'angle plutôt du fonctionnement physiologique de l'arbre. Et enfin, Mylène Gentil nous expliquera la démarche de diagnostic de ce dépérissement, de mesure du phénomène et les premières actions de l'ONF qui seront réalisées au cours de cet été 2020. Donc pour la conférence, je vous propose de suivre quelques règles de fonctionnement pour le confort de tous, de couper vos micros et de mettre vos portables en silencieux. Donc la conférence, je vous le précise, est enregistrée afin de permettre l'écoute en podcast par ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Et vous pourrez poser vos questions par l'intermédiaire de la messagerie instantanée. C'est le petit icône qui est en forme de bulle sur votre écran en bas à gauche et que vous pouvez ouvrir en direct. Puis voilà, nous répondrons aux questions suite à chaque phase de présentation. Voilà, donc je vais donc laisser la parole à François-Xavier pour la première phase de présentation. Et donc, François-Xavier, en quoi le contexte climatique est-il si particulier? Oui, bonjour. Donc, Claire vous expliquait, on va faire en 3 temps. Donc, le premier temps, c'est le climat. Alors, pourquoi je vous présente le climat? Parce que vous allez voir, le dépérissement qu'on observe aujourd'hui dans les chênaies de la zone qui nous concerne cet après-midi sont très liés au climat, même si le dépérissement est par définition plurifactoriel, mais vous allez voir que l'aspect climatique est déterminant. Alors, déjà, le phénomène de changement climatique, de réchauffement climatique, alors d'abord, c'est pas un mythe, c'est bien une réalité. On le voit sur la courbe où, depuis 1990, on voit les températures moyennes annuelles qui grimpent de manière continue avec... voilà, on est à l'échelle mondiale à 0,5 degrés au-dessus des normales depuis 1850. Donc, voilà, une réalité des températures qui augmentent de manière importante, significative et généralisée. La carte de droite montre que, effectivement, le réchauffement, il n'est pas homogène sur le territoire. Voilà, un peu une caricature de l'évolution des températures à l'échelle du territoire national. Donc ça, c'est un réchauffement moyen depuis le début du siècle. Pour peut-être tordre le cou à des choses qu'on entend assez fréquemment, contrairement à l'impression qu'on a, c'est que la pluviométrie, en fait, elle ne diminue pas au cours du temps, pardon. Elle aurait même tendance à légèrement augmenter depuis quelques dizaines d'années, sauf aux zones méditerranéennes où là, effectivement, elle diminue. Et pour sur cette diapositive, le rôle du CO2, la notion de gaz à effet de serre, c'est bien le phénomène majeur qui explique cette situation
aujourd'hui, le sujet est à peu près clair sur le plan scientifique. Alors, donc ce réchauffement, il existe, hein, c'est un fait. Il va probablement continuer à changer. La question, c'est l'ampleur. Alors, je vous ai mis deux graphiques, hein, celui de gauche, donc c'est les fameux scénarios RCP. Hein, alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, pardon, RCP 2.5, 4.5, etc., ce ne sont pas des températures, ce sont des phénomènes radiatifs, hein, mais bon, vous l'avez bien compris, et on l'entend tous les jours, en fonction de si on est vertueux sur notre façon de faire, donc contrôle des émissions, le phénomène radiatif sera modéré. Par contre, il peut être stabilisé, voire continuer à progresser. Donc, c'est les quatre scénarios qui sont présentés là et qui sont retenus par les scientifiques GIEC, etc. La conséquence de ces quatre scénarios, c'est ce que vous voyez sur la diapositive de droite, où on a un faisceau de température, hein, qui va de une augmentation, voire une légère diminution dans certaines situations si on est très vertueux. Donc c'est ce qui est en violet, hein, sur, je ne sais pas si, en violet sur la diapositive de droite, jusqu'à rouge, et vous voyez que sur le scénario rouge, on a une marge d'incertitude qui est extrêmement grande. Et là, c'est bien des augmentations de température qui vont de 0 ou 1 degré, hein, à 12 degrés. Bon, là, si c'est 12 degrés, ça va pas bien se passer. Alors, on est sur des échelles temporelles extrêmement longues. Là, on est sur, en 2300. Mais si on prend 2100, on voit de toute façon que l'incertitude reste grande avec les pieds scénarios qui sont autour de 6 degrés. Alors, si on zoome un peu plus sur la France, donc là, on est sur un pas de temps 2050, donc ou 2085, sur un pas de temps qui est cohérent, hein, avec le chêne dont on parle cet après-midi. Les scénarios et le zoom, hein, au niveau du territoire. Donc, l'évolution des températures s'opère sur l'ensemble du territoire avec un espèce de gradient est-ouest, hein, la zone atlantique étant plus préservée que les zones donc orientales de la France, hein, en particulier les zones de montagne où la température, selon les modèles, hein, devrait continuer à progresser plus. Donc là, on est sur, vous voyez, 4.5 2050, 8.5 de 2085, où on voit que là, ça commence à chauffer très fort, hein, on est sur des températures de 3, 4, 5 degrés, enfin voilà, des températures très fortes. Donc le contexte qui nous est imposé aujourd'hui, c'est bien celui-là, avec des températures qui ont déjà évolué et des températures qui vont continuer à évoluer. Tout ça pour vous dire que ce qu'on voit aujourd'hui, alors on l'avait prévu, alors quand je dis on, c'est l'ensemble de la communauté, hein, ce qui nous a quand même un peu surpris, c'est la rapidité avec lequel, alors d'une part, les températures ont augmenté 2018 et 2019, d'une part, et d'autre part, tu peux avancer et d'autre part, l'ampleur des dépérissements qui sont observés. Donc on parle du chêne bien aujourd'hui, mais bon, vous le savez tous, hein, il y a bien d'autres essences qui ont des problèmes assez majeurs. Alors pour se concentrer sur notre sujet, donc vous avez ici 2017, donc une année, une année un peu normale, sauf qu'en 2017 c'était de la région méditerranéenne où les températures étaient extrêmement fortes. Les trois quarts du haut, c'est l'humidité du sol au 1er juin et là c'est 1er octobre. C'est bien l'humidité du sol donc qui est la résultante entre température et pluviométrie. Et en fait, notre histoire, elle a commencé au cours de l'été 2018, rappelez-vous, caniculaire, très sec, très chaud. Donc on a un printemps 2018 qui est assez normal, avec une humidité du sol qui est plutôt excédentaire au 1er juin. Et puis si on prend la même carte au 1er octobre, c'est rouge partout, hein, et la zone qui nous concerne, c'est ce que j'ai marqué avec une pastille verte sur la carte de France. On a un hiver 2018 et 2019 extrêmement sec, hein, avec des réserves en eau qui ne se reconstituent pas. Et donc, on voit au 1er juin que la même zone, hein, donc la zone dont on va parler au cours de cette conférence, reste très sèche. Et donc, au cours de l'automne 2019, cette zone reste toujours très sèche. Je vous ai pas mis la carte de 2020, mais malheureusement, ça continue. Donc, on est bien sur une succession, hein, de sécheresses
qui impactent fortement le manque d'eau dans les sols, hein, et évidemment, cette succession et la durée de la sécheresse impactent directement et de manière assez simple, hein, finalement, la physiologie des arbres. Alors, on a des outils, alors bon, ça paraît un peu compliqué, mais je vais démystifier le mythe, hein, qui permettent de bien intégrer alors ces notions-là, hein, qui sont des notions climatiques en termes de physiologie des arbres. Donc ça, c'est un modèle qui s'appelle Biljou, hein, je n'ai pas mis le nom là, mais donc c'est un modèle qui est développé par des chercheurs, mais dans un but de vulgariser et de bien illustrer finalement la situation. Alors, je vous explique rapidement. Donc, on est sur une échelle de 1, le sol est complètement bien alimenté en eau, et 0, il n'y a plus du tout d'eau dans le sol. Et donc, naturellement, hein, au cours du temps, au cours de chaque été, bah, la nappe d'eau baisse dans les sols, et donc la courbe, hein, évolue dans ce sens-là. Hein, donc, vous avez ici les années, hein, 2014, 2015, etc. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est 2018-2019, hein, d'une part. Ça, c'est 2018, ça, c'est 2019. Vous avez en rouge la courbe moyenne. Donc, ça, c'est des données qui sont avec des données climatiques qui sont localisées, et ce sont des données ponctuelles. Donc, sur la figure du haut, je ne sais plus ce que j'ai pris comme exemple. Ce que je veux vous dire, c'est que pour tous les arbres, et donc pour les chênes, le stress de l'arbre intervient en dessous 0,4. Hein, c'est un seuil de déficit hydrique qui est, de manière un peu étonnante, mais c'est bien vérifié dans le temps, est valable pour toutes les essences. Et donc, on voit que 2018 et 2019, eh bien, toute la partie qui se trouve en dessous de 0,4, ça traduit le stress. Donc, on voit un stress qui est très important, alors aussi bien en intensité qu'en durée. Hein. Évidemment, ça mesure la durée. Alors, les graphiques qui sont en dessous, c'est juste pour vous illustrer que, bon, il a fait chaud, il a fait sec partout, sauf qu'il y a des endroits où c'est pire que d'autres. Si on prend la forêt de Bercé, hein, que vous connaissez forcément, vous avez ici les années, eh bien 2018 et 2019 n'apparaissent pas, hein, dans le top 10. Hein, là, plus la barre est grande et plus le stress est important. Autrement dit, plus cette zone-là est importante. Hein, c'est exactement la même chose. Alors on voit que la moyenne, hein, ça c'est depuis 1950. Donc on voit que toutes ces années-là sont bien supérieures à la moyenne, mais 2018 et 2019 n'apparaissent pas ici. Donc, en gros, dans les forêts de la Sarthe, il n'a pas fait très sec. A contrario, la forêt de Marcenac, une petite forêt domaniale dans l'Allier, hein, qu'on a pris parce que c'est là où il a fait particulièrement chaud et sec. Et on voit que 2018 et 2019 bah, sortent en top position, hein, donc les 2 années de suite, sur cette forêt avec des indices qui sont, vous voyez, les plus anciens se rappellent de 2016, hein, on est très au-delà de 2016. Donc, on a 2 années de suite qui sont particulièrement stressantes pour la physiologie. 76, pardon. 1976, excusez-moi. Voilà. Donc, ces données-là sont des données qui sont très objectives, qui sont très bien organisées en termes de qualité de la donnée et qui illustrent parfaitement la situation et le stress, hein, qu'ont subi les massifs qui nous intéressent. Donc, l'Allier a bien été bien plus stressé que les forêts autour, et en particulier les chênaies de la Sarthe, de la Bretagne, même de la forêt d'Orléans, etc. Alors, on a été au bout de cette première séquence sur le climat. On a une question sur la répartition de la pluviométrie. Alors, j'ai pas la réponse ici, sauf que sur la diapositive précédente que je vous ai présentée, si tu peux la mettre, Claire. Non, ouais, celle-là. En fait, quand je vous parle d'outils qui intègrent la physiologie des arbres, l'outil il intègre des notions de température et des notions de pluviométrie, hein, ce sont les principaux facteurs, mais il y a aussi des notions d'évaporation avec voilà, des mesures climatiques et évaporation. Donc cet outil, il intègre toutes ces notions-là, et donc il a le gros avantage pour des non-chercheurs et des utilisateurs que nous sommes, d'intégrer finalement ce que ressent l'arbre de manière assez précise, tout en étant relativement facile d'accès. Voilà, pour résumer un peu la situation.
Par contre, la question est intervenue au moment où François-Xavier évoquait globalement que la pluviométrie n'allait pas beaucoup chuter. C'est peut-être dans ce sens-là que la question était posée. Même si la pluviométrie, les scénarios ne montrent pas de manière généralisée une baisse, ils montrent une aggravation des déficits de pluviométrie estivaux. Or, c'est la période de végétation. Et donc, même si globalement la pluviométrie ne baisse pas beaucoup, elle baisse beaucoup en période de végétation, ce qui accentue le stress hydrique pour les peuplements. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette séquence-là? Parce que s'il n'y en a pas d'autres, on va enchaîner sur la suite. Hein, du coup, quelle est la conséquence de ce climat sur les arbres? Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Pardon, je vais vous demander à ceux qui n'ont pas coupé leur micro de couper leur micro, s'il vous plaît. Alors, bon là, c'est un peu caricaturé, évidemment, hein, le sujet est forcément très compliqué, mais donc tout ça, ça se passe finalement au niveau des stomates. Alors les stomates, c'est très caricaturé ici, c'est des petites cellules hein, qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction finalement du contexte dans lequel vit l'arbre, donc ça se passe au niveau des feuilles. Hein, donc on a finalement deux stratégies chez les arbres. Soit les arbres ferment leurs stomates. Alors si les stomates se ferment, évidemment la feuille ne transpire plus, donc ça économise de l'eau. Hein, par contre, la transpiration de la feuille génère donc une baisse de température, un peu comme un radiateur de voiture, si vous voulez. Hein, et donc, quand la stomate se ferme, il n'y a plus de circulation d'eau et la température monte dans la feuille et la feuille peut griller hein, avec des cellules qui éclatent, etc. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que quand il n'y a plus de circulation de l'eau dans l'arbre, finalement, l'arbre ne produit plus, ne stocke plus de réserves. Hein, et en particulier le chêne, hein, il débourre au printemps avec uniquement des réserves hein, qui doivent être importantes sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Et si l'arbre n'a pas accumulé de réserves au cours de l'été, l'automne précédent, eh bien, il peut plus débourrer hein, et finalement, l'arbre meurt de faim hein, puisqu'il n'a plus de réserve. Ça, c'est le premier scénario avec les stomates fermés. L'autre stratégie, c'est là un peu la cigale et la fourmi, c'est donc l'arbre qui ne ferme pas ses stomates donc la consommation en eau se poursuit et donc là c'est un problème de tuyauterie finalement puisque on a une demande en eau au niveau des feuilles qui est importante et une alimentation au niveau du sol qui est insuffisante. Et en fait on a ce qu'on appelle une cavitation, hein, c'est une rupture de la colonne des sèves hein, dans les vaisseaux de l'arbre. Hein, la colonne de sève se coupe en deux hein, et une fois que la colonne de sève on parle d'embolie, hein, est embolisée, eh bien la colonne est perdue pour l'arbre et c'est un phénomène irréversible. Hein, le phénomène ne peut pas se remettre en ordre. Et finalement, dans ce contexte-là, l'arbre meurt de soif. Hein, voilà. Donc ça, c'est de manière très imagée pourquoi les arbres meurent en cas de sécheresse. Alors évidemment, par là-dessus, il y a un certain nombre d'agents, champignons, insectes hein, qui interviennent. On est dans un monde où il y a une extrêmement grande diversité. Donc on a deux types d'insectes et de champignons. On a les premiers qui interviennent, on va dire, indépendamment de l'état de stress de l'arbre. Alors je vous ai mis un champignon, un insecte. Hein, on a donc des champignons du sol. Hein, celui que je vous présente là, par exemple, c'est la Colibri à pion fuseau qui est d'autant plus active que le sol est sec. Donc évidemment qu'on a une sécheresse, non seulement l'arbre est stressé, mais en plus le champignon va se développer de manière très importante et c'est un champignon qui détruit le système racinaire. Donc au moment où l'arbre doit avoir un système racinaire le plus efficient possible, son système racinaire est très dégradé par ce champignon. Donc ça ne va pas dans le bon sens. On a, alors c'est pas un sujet qu'on voit dans la zone centre de la France, mais plutôt dans les forêts autour de Paris. On a des insectes aussi dans le sol, par exemple le hanneton hein, sur les sols sableux, qui aussi consomment des racines et qui finalement génèrent le même sujet. Donc vous avez probablement entendu parler de Chantilly, Compiègne, où le sujet inquiète beaucoup les forestiers. Donc voilà, destruction du système racinaire et donc difficultés d'alimentation qui sont exacerbées par ces insectes et champignons.
On a par ailleurs des insectes au niveau des feuilles et on a cette chenille là qui est ici sur une feuille de châtaignier, je pense, qui se développe aussi beaucoup dans les chênaies. Et cette année, c'est le bombix disparate qui consomme des feuilles. Et donc cette consommation de feuilles, finalement, elle agit un petit peu comme les stomates qui se ferment. Donc l'absence de feuilles empêche l'accumulation des réserves au cours de l'été et donc rend le débourrement du chêne difficile l'année N+1. Donc on a actuellement beaucoup de chenilles de ce type-là et des forêts qui ont été complètement défoliées ces semaines dernières. On a eu une question là, les défoliations sur le bord de la Nationale 20 quand on est au sud de Châteauroux, c'est cette chenille-là avec ses congénères qui est à l'origine de ces défoliations totales. Alors tout ça, ça entraîne un affaiblissement de l'arbre. Alors entre l'état de l'arbre sain et puis l'état d'arbre mort, il y a différentes phases. L'arbre meurt pas en 2 jours. Donc on a des symptômes qui sont associés à ce phénomène de dépérissement. Donc vous voyez assez fréquemment des écoulements de sève. Voilà, sur une écorce de chêne, c'est la diapositive de gauche. Ça fait un peu comme de l'encre en fait qui exude de l'arbre. Quand on gratte en dessous, on a souvent ces galeries qui sont des galeries d'agril. Ça, c'est un insecte donc qui est attiré par l'arbre qui est en cours de dépérissement, par l'arbre affaibli. Donc l'insecte a la capacité finalement de percevoir l'état de stress de l'arbre. C'est un phénomène qui est réversible. Autrement dit, si le nombre de galeries sous le cambium est relativement limité, l'arbre peut endiguer ces galeries puis reconstituer un cernet, etc. Mais il faut que ça soit limité en termes de nombre. Et c'est un sujet qui ne dégrade pas la qualité du bois. On est bien au niveau du cambium, juste sous l'écorce, donc il n'y a pas d'impact sur la qualité du bois. A contrario, et c'est un sujet qui monte en puissance et qui rend la gestion des forêts dépérissantes, ça c'est ce que va vous présenter Claire par la suite, donc les phénomènes de piqûres que vous connaissez bien, qui sont liés donc à d'autres insectes, qui sont des insectes xylophages, donc là qui vont directement dans le bois, plus ou moins profondément en fonction des espèces, et donc c'est les émissions d'éthanol qui attirent ces insectes à distance. Les insectes ne viennent pas là par hasard, c'est bien parce que l'arbre émet de l'éthanol que les insectes vont venir, et ils vont pénétrer donc dans le bois. Alors, c'est des insectes qui impactent peu le cambium, donc il y a peu d'effet sur la vigueur de l'arbre. C'est pas parce qu'on les a sur les arbres dépérissants que ce sont eux qui sont à l'origine des dépérissants. En fait, ils bénéficient quelque part du dépérissement. Par contre, évidemment, ils affectent certaines utilisations du bois, les mérins, etc. Et c'est le cœur du sujet qui nous occupe cet après-midi. Alors, au niveau temporel, si on résume un peu la situation, le processus il s'opère de la façon suivante. Donc sécheresse, baisse du flux de sève, on l'a vu. La première impact, et ça c'est aussi important en termes de gestion, c'est que le premier impact en termes de dépérissement, c'est la baisse de la croissance. On a des forêts qui, quand il fait sec, et les arbres poussent moins, et ça commence à être assez notable dans l'ensemble des forêts françaises. Et puis, in fine, on a des effets visibles sur le houppier avec des arbres qui dépérissent, des mortalités de petites branches et de grosses branches. Mais entre la sécheresse et puis les effets sur le houppier, en particulier chez le chêne, il se passe un certain temps, et on voit que la sécheresse 2018 et 2019, finalement, elle commence à être visible dans les houppiers à partir de 2020. Donc c'est quelque chose d'assez classique, ce décalage de 2 ans qui est bien connu et bien décrit par la recherche. Alors, c'est un phénomène réversible, le dépérissement. Alors, si il n'est pas trop avancé, bien évidemment, si l'arbre est très dépérissant, il ne peut pas reconstituer une physiologie normale, un peu à l'instar de la santé humaine. Et puis, si les facteurs de stress s'estompent, ce qui veut dire que si on continue à avoir des étés secs et absence de pluie, et actuellement on vit de nouveau une période sèche, évidemment, le phénomène de dépérissement va perdurer et s'amplifier malheureusement. Nous sommes arrivés au bout de cette séquence. S'il y a il n'y a pas de questions par écrit. Alors, peut-être, on a une question qu'on nous a transmise avant la conférence. C'est à partir de quel stade visible peut-on dire qu'il n'y a plus de montée de sève? Et est-ce que si plus de 75% des branches sont sèches, est-ce qu'on peut évaluer la quantité de sève qui reste dans le bois? Alors, la question est pertinente. La réponse, elle n'est pas très simple.
Puis bon, la quantité de sève, c'est des choses qui sont pas évidentes à mesurer, donc je vais difficilement pouvoir répondre à cette question-là de manière simple. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand on a 75%, alors on parle d'un déficit foliaire, hein, d'un manque de feuilles qui est lié à des mortalités de branches, l'arbre, il est déjà bien condamné. Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'il va mourir dans les 15 jours ou dans les 2 mois, mais sa croissance est extrêmement faible, et deux, la probabilité qu'il reparticipe de manière à peu près normale au peuplement de production dans les années à venir ou même dans les dizaines d'années à venir est probablement assez faible. Hein, donc 75%, c'est déjà beaucoup. On avait des questions également sur l'impact sur les qualités mécaniques du bois et sur les spécificités chimiques et organoleptiques. Et là-dessus, je pense qu'on peut dire qu'on ne sait pas répondre, qu'on a commencé à prendre contact avec des chercheurs. Et d'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs de l'INRAE qui sont présents là, qui écoutent. Et donc, ils vont prendre connaissance de ces questions. Et on va reprendre contact avec eux pour essayer de creuser cette question-là parce qu'on n'a pas de réponse. Alors, on a une question. Attends une quantification des dégâts au-delà des observations ponctuelles. C'est un petit peu le sujet qu'on va développer. Alors, oui, Guy, on a une quantification, donc ça, on va vous le présenter de manière rapide derrière. Et Christian, à quelle profondeur eh ben ça, c'est tout le nœud de la question. Alors, en fait, donc pour l'instant, on n'a pas de réponse à la question. On va y travailler. C'est pas très simple puisque finalement, quand on regarde le trou qui est lié à l'insecte, il fait toujours autour de 2 mm de diamètre. Et en gros, on a deux catégories d'insectes. On a les insectes de l'aubier, hein, donc ceux-là, ils nous inquiètent assez peu. Mais on a aussi, avec les mêmes symptômes extérieurs, des insectes qui vont dans le cambium. Hein, on a en particulier le platype qui va dans le cambium. Pour l'instant, dans l'aubier, dans le duramen, pardon, dans le bois de cœur, voilà, on va y arriver. Et pour l'instant, sur les piqûres qu'on voit dans les forêts de l'Allier, on n'a pas les auteurs des actes délictueux, on va dire. Hein. Alors, on va s'en occuper, c'est pas très simple parce qu'il faut chercher un insecte qui fait 3 mm de long sur un arbre qui fait 3 mètres cubes, mais donc c'est prévu. Hein, alors, il y a deux questions. Il y a effectivement jusqu'où ça va. Il y a une question qui est un peu, qui peut paraître un peu décalée, mais qui est un peu importante malgré tout, c'est que sur cette gamme d'insectes, on a ceux qu'on connaît depuis toujours, mais on a aussi ceux qui sont introduits accidentellement au cours du temps depuis la Chine, l'Amérique, etc. Et donc, potentiellement, on peut avoir des insectes nouveaux qui affectent nos chênaies et qui peuvent avoir des comportements différents. Donc, c'est important de mettre un nom sur ces insectes, mais pour l'instant, on ne s'est pas donné les moyens de le faire, mais on va le faire. Oui. Alors, la question de Samuel, gestionnaire d'outils de diagnostic rapide pour évaluer si l'arbre est condamné ou pas. Alors, ça dépend à quelle échelle on se met, et c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer avec finalement la cinétique d'évolution de la question, parce que finalement, aujourd'hui, quand on est dans la parcelle et à la question comment on fait pour marteler, finalement j'imagine que c'est ça, eh bien on est bien embêté et finalement on n'a pas de stéthoscope, si on peut prendre une image de santé humaine, qui nous permet de dire cet arbre-là, il est condamné ou pas. On observe finalement l'état de santé de l'arbre très tardivement dans le processus de dépérissement. Alors ça pose vraiment question et ça interpelle le sylviculteur parce que finalement, quand on est dans des phases de stress et qu'on fait des éclaircies dites d'amélioration, on peut être amené malheureusement à, pour des raisons de qualité du bois ou je sais pas quoi, de choisir un arbre plutôt qu'un autre, alors que finalement celui qu'on va favoriser, il peut être dans un état physiologique moins favorable que celui qu'on va enlever. Donc ça, c'est une vraie question et un vrai problème de gestion. Donc on
on essaye de tourner avec les collègues de l'ONF le sujet un peu dans tous les sens, mais c'est intrinsèquement compliqué. Vous avez une belle transition sur la suite du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et qu'est-ce que réellement nous faisons suite au phénomène? Alors, on est sur des sujets qui sont évidemment de temps long, sur des plantes un peu particulières. Donc, la capacité de réaction par rapport donc au phénomène, elle est liée aux surfaces en question, à la taille de l'arbre, etc. Donc, finalement, le sujet, au moins dans un premier temps, il consiste à monitorer, suivre le plus précisément possible l'évolution de la situation. Et donc, ça répond à la question de Guy Landman. Donc, on a mis en place, en lien avec les gestionnaires, un suivi sur environ 80 massifs de chênes, forêt publique, forêt privée, avec donc nos partenaires ONF et CNPF, pour faire un point d'étape sur l'état de santé de ces massifs. Alors, évidemment, c'est un échantillonnage, environ 600 chênes par massif qui sont choisis au hasard. Bon, je vous passe les méthodes d'échantillonnage, mais en gros, les gens sont formés sur dans quel état est l'arbre. Et là, vous avez ici 3 types d'arbres, un arbre sain, un arbre moyennement dépérissant et un arbre très dépérissant. Donc, on forme les gens pour qualifier l'état de ces houppiers. Et puis, au cours de l'hiver, environ 600 chênes par massif donc ont été caractérisés sous cet angle-là, et donc ça sur 80 massifs. Donc on a à l'échelle nationale aujourd'hui un espèce de grand référentiel de chênes sur le territoire qui nous permettent d'une part de faire un état de la situation, et c'est là qu'on s'est aperçu que sur l'agence Berry-Bourbonnais de l'ONF, il y avait déjà des massifs qui étaient déjà dans un état pas tout à fait normal, d'une part, et d'autre part, ça nous permettra de suivre collectivement avec les partenaires, encore une fois, l'évolution de la situation dans les années à venir. Alors, si on traduit ce qu'on a vu sur la carte de France, là c'est un massif domanial. Chaque point représente, chaque bulle représente un point d'observation. Et quand c'est vert, c'est que ça va bien, et quand c'est jaune, ça va moyennement bien, et quand c'est rouge, c'est des chênes qui sont dépérissants. Et vous voyez que sur un massif comme celui-ci, on a cette zone-là où globalement ça va plutôt bien, et puis cette zone-là où globalement ça va moins bien. Donc voilà, sur ces 80 massifs, on produit en lien avec le gestionnaire une cartographie de ce type-là qui permet d'objectiver la situation, d'une part. Ça permet aux gestionnaires, interrégionaux, nationaux, de piloter la gestion au-delà des massifs. Tel massif est plus dépérissant, donc c'est là qu'il faut mettre l'effort en termes d'observation, en termes de récolte, en termes de monitoring, etc. Et puis également de communiquer autour des partenaires, parce que que ça soit du promeneur à l'utilisateur du bois, etc., c'est important de communiquer sur ces outils-là. Et là, on a des outils objectifs qui permettent de communiquer sur la situation. Donc ça donne un espèce de pouls à l'échelle du massif. Malheureusement, et ça paraît assez mécanique, si là au milieu on a une parcelle de chênes de régénération de haute valeur sur lequel on s'interroge, eh bien cet outil-là ne permet pas de répondre à la question, et on peut avoir au milieu de la forêt, pour des raisons d'arbres plus âgés, d'une station un peu différente, des arbres qui vont être assez différents de la moyenne à l'échelle du massif. Donc, je vais prendre la suite pour vous expliquer à partir de cet état des lieux comment, à l'ONF et en particulier dans l'agence Berry-Bourbonnais, nous appuyons sur ce diagnostic pour définir un plan d'action. Donc, François-Xavier l'indiquait, ces protocoles d'EPERIS nous donnent une vision homogène sur le territoire, mais ne nous donnent pas d'indication à l'arbre, ni à la parcelle, ni au peuplement. Donc, l'enjeu pour les gestionnaires,
et de bien cibler les parcelles à regarder de près sur le terrain. Et pour cela, on fait appel plus à l'état de test actuellement au recours à la télédétection, avec notamment des perspectives en matière de télédétection satellitaire en partenariat avec l'Université d'Orléans. On espère améliorer par ces techniques et par des données de calibration sur le terrain la détection et la quantification des dépérissements par l'analyse d'images Sentinelle-2. Et c'est une démarche qui avait déjà été entreprise à Vierzon en 2018. Vous envoyez la carte qui est reconduite cet été, dont nous avons à analyser la pertinence et la précision. Il y a encore des progrès à faire en la matière. C'est quand même un outil intéressant et porteur de perspectives pour suivre des phénomènes évolutifs à grande échelle. Alors, pour resserrer un petit peu la maille, nous testons l'utilisation du drone. Vous voyez une restitution sur une parcelle de la forêt d'Orléans qui représente des photographies assez prometteuses. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on arrive à différencier des dépérissements de pins et des dépérissements de chênes en bas à gauche, avec des branches sèches en plus ou moins grande proportion. On espère à terme pouvoir faire un lien entre ces images et la caractérisation du déficit foliaire qui permet d'apprécier l'état physiologique de l'arbre. Ces photographies nous permettront aussi de mieux caractériser la répartition spatiale du dépérissement dans les parcelles et d'analyser la maille du dépérissement, puisqu'on n'est pas sur des phénomènes de dépérissement massifs qui se traduiraient par des coupes rases dans le chêne. Actuellement, ce sont des dépérissements plus diffus, dont on évalue mal la conséquence en termes de résultante du peuplement après récolte du dépérissement. Donc l'enjeu pour le gestionnaire, c'est de cibler les parcelles à aller visiter sur le terrain pour reconnaître et marquer les produits à récolter. Et s'agissant de grandes surfaces, c'est précieux de pouvoir resserrer la maille du parcours sur le terrain des équipes de techniciens. Donc des campagnes spécifiques de désignation en feuilles sont organisées, et spécialement cet été, avec des techniciens qui ont été formés au diagnostic sanitaire des péris, tel que ça nous a été exposé tout à l'heure, et qui donc sont calés sur le diagnostic à l'échelle de l'arbre. Le critère de récolte qu'on s'est fixé, il est assez délicat. Le premier enjeu est de ne pas perdre la qualité. Et donc, les techniciens sur le terrain sont vigilants, notamment à l'apparition de la piqûre. Pour autant, on ne peut pas hâter la récolte des arbres dépérissants parce qu'on prendrait le risque d'accélérer la déstructuration du peuplement. Et donc, on a calé un critère sur le taux de perte foliaire. On a considéré qu'à partir du moment où un arbre avait déjà perdu plus de 90% de sa ramification, il n'avait plus de rôle structurant dans le peuplement, il était condamné, c'est une des questions qu'on nous a posées, il n'y avait plus aucune chance de réversibilité, et donc il n'avait plus de rôle structurant dans le peuplement, donc il a été décidé que dans ce cas de figure, on ne prenait pas de risque à l'extraire. On a aussi indiqué comme critère complémentaire que quel que soit l'état de perte foliaire, l'apparition de la piqûre était un critère de récolte des arbres de qualité. Les consignes sont plus strictes pour des raisons de sécurisation sur les bords de route et sur les périmètres de sites d'accueil du public. Dans ces cas-là, malgré l'effet de recul de la lisière qu'on peut craindre, on n'a pas le choix que d'abattre en priorité ces arbres pour des raisons de sécurité. Voilà, donc suite à cette campagne de reconnaissance des arbres que nous avons décidé de récolter parce qu'ils sont condamnés, là, notre priorité maintenant, c'est de les valoriser de toute urgence parce que le phénomène va très très vite. Donc, nous avons échangé lors de nos instances de concertation avec la Fédération nationale du bois et le syndicat des Néerlandais de France et décidé de vendre les bois plutôt en bordure de route parce que leur estimation est plus facile et donc surtout en tête des grumes sur pied, on ne voit pas en fait l'état d'attaque du
bois. Donc, en bord de route, on estimait qu'une fois abattus, il serait plus facile pour les gens de les estimer. Donc, on organisera des ventes très régulièrement parce que la piqûre, elle progresse rapidement et donc il faut aller très vite. Les premières exploitations, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, ce sont des arbres de bordure qui sont exploités pour des raisons de sécurité qui sont en cours d'exploitation et on a publié le catalogue d'ailleurs, aura lieu la semaine prochaine, le 29 juillet. Et puis à suivre, nous ferons des additifs dans les ventes d'automne sur les arbres qui sont en cours de diagnostic là, durant l'été. Voilà. Et ensuite, durant l'hiver, un petit peu comme traditionnellement, on fera une vente à peu près tous les mois. Peut-être on en fera un petit peu plus à la fin de l'automne, en novembre ou en décembre, par rapport à habituellement. Voilà. Mais ce qui compte, c'est de les commercialiser le plus vite possible. Alors, on a vu qu'on se donnait les moyens de suivre le phénomène, de récolter l'arbre individu selon ce subtil équilibre entre l'enjeu économique et la pérennité du peuplement restant. On a eu des questions en amont de cette réunion sur les orientations de gestion sylvicole. Aujourd'hui, par rapport à ce phénomène de dépérissement du chêne, mais d'une manière plus générale, les gestionnaires sont amenés à anticiper et à ajuster au fil de l'eau dans un contexte qui est évolutif et incertain. Donc, je peux illustrer à travers deux axes. Tout d'abord, nos pratiques sylvicoles sont axées sur la résilience des peuplements. Il s'agit d'optimiser le bilan hydrique des peuplements par une densité adaptée, des peuplements pas trop denses pour limiter le stress hydrique en période de forte contrainte et une structuration par le sous-étage quand il est présent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc un dosage pour optimiser les phénomènes de flux hydrique au sein du peuplement. Un autre aspect important de notre sylviculture qui peut interroger aussi sur ces vieilles chênaies, c'est de limiter le vieillissement des arbres, parce qu'on sait que le vieillissement est un facteur de fragilité à tous les aléas. Et puis, le raccourcissement des rotations, dans une mesure raisonnable, permet de limiter la durée d'exposition de nos peuplements et de nos arbres aux différents aléas de plus en plus fréquents. À moyen terme se pose la question de l'adaptation de l'effort de renouvellement, à la fois en surface, puisque le dépérissement n'apparaît pas forcément là où les documents de gestion avaient prévu de régénérer les peuplements, pas forcément dans les proportions qui étaient prévues par nos plans de gestion. Et ça nous amène à nous questionner sur les essences et sur les modalités, les itinéraires de renouvellement. Alors, on n'en est pas encore là à ce jour, même pour l'agence Berry-Bourbonnais, mais on se tient prêt à aviser dès que nécessaire si certaines parcelles devaient basculer sur un processus de renouvellement d'une partie de la parcelle. Et donc pour cela, on continue à miser sur la diversité génétique du chêne, c'est ce que les chercheurs nous expliquent. Le génome du chêne est publié aujourd'hui, on sait qu'il est riche d'une très grande diversité, et donc cette diversité est source d'un potentiel adaptatif assez prometteur. Donc on continue à miser sur la ressource génétique de qualité de nos chênaies ligériennes. En complément, et pour préparer une diversification et préparer les options futures que nos successeurs auront entre les mains, nous nous apprêtons à introduire et à tester en gestion différentes provenances, ce qu'on appelle la migration assistée, planter des chênes qui viennent d'une provenance plus méridionale, qui seraient plus adaptées demain aux conditions escomptées, voire éventuellement, toujours en test et dans un cadre bien défini, l'introduction de nouvelles essences à titre d'expérimentation pour diversifier la palette. Alors, pour les différentes questions, on avait plusieurs fois la question sur quelle note, à partir de quelle note l'arbre est-il marqué. Alors, on l'a dit peut-être, mais on peut le rappeler. Alors, là, compte tenu de la vitesse de dépérissement donc des arbres dans ces forêts,
et ça répond à la question de l'exploitation en urgence des bois atteints ou les laisser plus tard. Hein. On est bien dans une logique de trouver le juste milieu entre exploiter des arbres qui sont alors soit très dépérissants, donc qui ont une perte foliaire très importante, soit qui sont piqués parce que ce sont des bois de qualité, hein, et la piqûre est vite rédhibitoire. Donc, et si on laisse les insectes faire leur travail, le bois devient inutilisable pour certains usages, hein, les usages les plus nobles, et donc tout l'investissement qu'ont fait nos prédécesseurs pendant 250 ans, il est perdu, donc c'est quand même assez dommage, hein, c'est même inadmissible, on va dire. Voilà, donc ça c'est d'un côté l'exploitation, de l'autre côté, hein, on a appris au cours des dépérissements anciens, en particulier Vierzon, hein, que déstabiliser les peuplements en exploitant des arbres qui sont peu dépérissants pouvait accélérer le phénomène. Donc le parti qu'a pris l'ONF, hein, qui paraît tout à fait sensé, c'est de n'exploiter les arbres que finalement dans l'ultime limite, hein, de la capacité des arbres, hein, soit à produire du bois de qualité, soit, comme l'a dit Mylène, à participer au peuplement dans sa globalité et dans son équilibre. Il y a une question, sessile ou pédonculé. Alors c'est évidemment une bonne question. Les deux, oui, mon capitaine, c'est les deux, malheureusement. On est sur quelque chose d'un peu inédit, hein, et en particulier dans ces forêts de l'Allier, là, on a parlé de Marcenat, etc. On a aussi des pédonculés qui dépérissent, pardon, des sessiles qui dépérissent assez rapidement. Alors, des prévenances méridionales, les gelées tardives, comme vous... Oui, alors on teste effectivement la migration cystée à travers des provenances méridionales. Les gelées tardives, il y en a de moins en moins. On est dans la gestion du risque, en fait. Et donc, on diversifie les options en étant conscient que chacune présente une part de risque qu'on assume et qu'on dilue à travers la diversification des options. Alors, le guide de gestion des forêts en crise sert-il? La réponse est oui. Alors, pour l'information de certains, il est en révision aujourd'hui, donc et la version 2 est sur le point de sortir. On a connaissance de la version martyr et on s'en inspire pour gérer la situation. On a notamment établi des tableaux de bord, hein, sur la base des volumes récoltés selon les critères qu'on vient de définir. Et donc on s'inspire de ce guide notamment sur les seuils critiques de basculement en gestion de crise. On n'a pas de chiffre définitif à ce stade parce qu'on attend la fin de la campagne de reconnaissance estivale, probablement fin septembre, pour arrêter les compteurs de l'année. On compare le volume tige prélevé pour des raisons sanitaires au volume tige total récolté dans l'année, et on a fixé à 20% le seuil de basculement. On sait d'ores et déjà que dans l'Allier, ce seuil sera dépassé. Ça permet de quantifier d'une part les produits concernés et aussi la perturbation d'activité normale de gestion en général. Alors, en complément, il y avait aussi une question sur les cartes de diagnostic des péris. Est-ce que ces cartes sont disponibles? Alors, elles existent, elles ont été transmises ou elles sont en cours de transmission aux gestionnaires. Pour l'instant, on ne les a pas publiées, hein, on laisse la responsabilité aux gestionnaires de les publier. Pour des raisons que vous pouvez tous comprendre, ce sont des données qui peuvent être un peu sensibles, hein, donc c'est des données qui sont assez précises, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a des observations qui ont été faites en forêt privée, et pour des raisons diverses et variées, un propriétaire privé peut ne pas avoir envie qu'on connaisse l'état un peu précis de sa forêt. Je voudrais rebondir aussi sur la question sur l'exploitation plus tard en conditions meilleures. Finalement, en ce moment, on a des conditions qui sont plutôt bonnes pour exploiter, avec des sols qui sont portants. Et finalement, durant l'hiver, ils le seront probablement moins. Et donc, ça me permet aussi d'insister sur le rôle du sol qui est de plus en plus important, compte tenu de ce changement climatique. On aura de plus en plus besoin de conserver une réserve utile dans nos sols et de ne pas les tasser. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut souligner.
sur le critère de récolte, hein, on s'est appuyé sur la notation des péris à laquelle les techniciens ont été formés. Alors les notes E et F, ça n'évoque peut-être pas grand-chose pour vous, mais ça correspond à ce taux de perte foliaire. On considère qu'à partir de 10% restant seulement d'un houppier normal, l'arbre n'a plus de chance de se rétablir. Et donc, c'est ce critère-là qui guide le marteau. On peut préciser, Bertrand, là, sur Bourges, on peut préciser qu'on se concentre sur les chaînes de qualité de diamètre 40 et plus, qui effectivement sont soit morts, on va dire au niveau du houppier, soit avec moins de 10% de rameaux feuillés, et que du coup, on se concentre durant l'été là sur le parcours des parcelles qui présentent des gros bois de qualité, quoi. Donc, ça représente des surfaces relativement importantes, en particulier dans l'Allier, puisqu'on a une très belle ressource en gros bois de chêne. Merci Bertrand. Oui, à la question, le dépérissement sur le secteur de Fontainebleau est-il le même que sur celui du centre? Alors, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, puisque le cœur du sujet, c'est bien le centre et l'Allier. Alors, au niveau climatique, la région de Fontainebleau a été un peu moins stressée que la zone dont on parle maintenant. Par contre, dans ces zones de sol sableux, hein, Fontainebleau au sud de Paris et puis Compiègne, Chantilly au nord, on a une problématique hanneton, hein, je vous en ai parlé rapidement, qui consomme beaucoup le système racinaire des arbres et donc les affaiblit de manière un peu mécanique, hein. Et donc, on a une conjonction d'une sécheresse du sol et d'une absence de système racinaire, ce qui explique l'importance des dépérissements. Alors, pourrait-on tester des différentes intensités de récolte? De fait, c'est ce qu'on va faire, on est guidé par la qualité et les critères de récolte qu'on s'est fixés. Dans certaines parcelles, on récoltera beaucoup et dans d'autres, moins. On s'est donné les moyens de pouvoir suivre à l'échelle d'une unité de gestion, donc d'une parcelle, le volume cumulé de récolte. Et donc, à partir de là, certaines parcelles basculeront vers des itinéraires de régénération. Voilà. Mais de toute façon, cette intensité de récolte, on ne la choisit pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que s'il n'y en a pas d'autres, on va pouvoir conclure notre conférence. Voilà, donc en conclusion, on peut voir qu'on a assisté à des phénomènes climatiques encore jamais vus depuis que l'on mesure le climat. La situation est préoccupante, mais elle n'est pas catastrophique. Et le département de la santé des forêts et l'ONF sont mobilisés pour surveiller le phénomène. Nous avons mis la forêt sous monitoring. Notre préoccupation première pour le moment, c'est de ne pas perdre les bois et de les commercialiser au plus vite. Et voilà, dans cette situation, comme toujours, la solidarité de l'ensemble de la filière est primordiale. Le changement climatique, c'est une nouvelle donnée d'entrée aujourd'hui. Et nous tous devons être conscients, et notamment du rôle du sol, qui est le capital muet de la forêt. Nous avons besoin plus que jamais, pour la santé des arbres et pour la reconstitution des peuplements de ce sol. Je parle de reconstitution des peuplements, si nous devions en arriver là. Nous n'en sommes pas là pour le moment. Donc voilà, je compte sur vous pour être vigilants sur le respect des cloisonnements avec vos prestataires lors de vos exploitations en forêt. Voilà, donc nous avons souhaité aujourd'hui vous donner toutes ces informations en toute transparence et nous vous proposons de nous retrouver à chaque étape pour partager ensemble ces éléments de compréhension du phénomène et pour que vous aussi, vous puissiez répondre aux multiples questions de vos clients, des ETF, des usagers, enfin voilà, aux questions auxquelles vous êtes confrontés vous aussi. Voilà. Et merci à tous pour votre participation et très belle soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt.